Bonsoir Je Rav. voudrais- Bonsoir. J'ai fait appel à votre témoignage puisque aussi nous allons l'écouter dans quelques instants. Mais on a eu l'occasion de se connaître à Ra'anana pour votre engagement après les événements qui vous ont marqué. Bon, je fais allusion à deux choses. D'une part, à cette possibilité de centre communautaire que vous avez créé à la mémoire, Beth Eli, à la mémoire de votre fils, qui donne la possibilité aux gens du troisième âge d'Ovret Sarfati de se retrouver pour des activités régulières et dans un lieu et ainsi de suite. Donc de créer cette solidarité d'une population qui est un petit peu, qui était un peu séparée. Et le deuxième élément que je voudrais citer avant même de vous écouter, c'est que vous avez été, vous aviez à un moment donné écrit les lettres, votre journal intime que vous vouliez envoyer à votre fils et que malheureusement il n'a jamais pu lire. Il avait l'intention de le faire après la guerre et donc vous avez pris l'initiative de publier ce livre et il est très émouvant pour tous ceux qui ont l'occasion, qui auront l'occasion de le trouver. C'est une page aussi importante du témoignage. Je vous laisse la parole. Merci Rav Morali de me laisser l'opportunité de parler d'Eli. Alors, je suis la maman de Eli M. Salem, qui est partie le 22 mai 2024. Eli fait partie d'une famille de trois enfants, Ézéchiel, Eli et Gila. On habitait à Saint-Mandé avant l'Alia. Tout se passait bien, on était un peu dans un petit ghetto. On ne voyait pas de problème à vivre en France. Jusqu'en 2014, même s'il y avait eu Ilan Halimi, même s'il y avait eu Toulouse. Bon, on vivait un peu dans notre ghetto. Et en 2014, il y a eu d'autres incidents, des manifestations dans les rues où on disait Juifs, la France n'est pas à toi, Juifs, dehors. Donc on s'est un peu hâté. Avec mon mari, on a pris la décision de faire notre alia en 2015 et on est venu sur Anana parce qu'on avait de la famille. Et à Ranana, ben, somme toute une vie à nouveau classique, hein. L'aîné était au lycée français, Ézéchiel. Eli était à l'école israélienne, il est rentré au collège. Et Gila est rentré à l'école israélienne en primaire. Donc Eli a une scolarité comme tous les adolescents de son âge, avec des hauts et des bas. Il écoutait pas. Enfin bon, l'école, c'était pas son fort. Et puis un jour, il a croisé le chemin du Rav Mendel de Ranana, qui s'occupe du Beth Rabad, et il a eu, je dirais, une crise de foi. Il est devenu fou amoureux de la Torah, alors qu'il vivait dans une famille relativement pratiquante, traditionnaliste. Mais bon, il a eu sa crise de foi et il a fait le voyage Stettin avec le Rav Mendel. Il est parti, il a adoré et il s'est vraiment mis à fond dans l'étude, de plus en plus. Et il partait, dès qu'il pouvait, il partait à New York pour aller visiter, non pas à chaque fois, il me grondait quand je disais ça, le Kever, mais le OL du Rabbi. Après son bac, il a fait l'armée, il a fait un peu comme son grand frère, l'unité Netzar Yehuda. C'est une unité religieuse dans l'armée parce qu'il voulait être entre garçons, il voulait pouvoir étudier, puis il y avait pas mal de Français qui faisaient cette unité-là. Donc, les tironoutes pour Élie ont été assez difficiles. Je venais de perdre ma mère et pour lui, c'était compliqué parce qu'il était extrêmement proche d'elle et il s'est beaucoup réfugié dans l'étude, énormément, encore plus qu'avant. Et il avait sur lui constamment ce qu'on appelle un Dvar Malchut, c'est un cahier d'études de toute la semaine avec une charge d'études à accomplir. Et il s'était mis en tête d'être le shlichut à l'armée, donc, il mettait les TF à ses copains, il étudiait, il donnait des Torah, il faisait des chiours, il les renforçait dans la Yémouna, enfin, il était à fond là-dedans. Et quand il revenait des fois le Shabbat, après une, 2 semaines d'absence, souvent il revenait avec le sac vide et j'avais pas d'affaires à laver. Alors, j'étais un peu énervée et je comprenais pas. Et en fait, il laissait son sac vide pour pouvoir repartir avec des livres d'études. Donc, constamment, il était dans cette étude. Il dormait très peu à l'armée, et il voulait étudier un maximum. Et un jour, il s'est même fait gronder par un de ses méfaquettes qui l'a surpris réveillé en pleine nuit. Et en lui disant, mais enfin, Élie, c'est la nuit, pourquoi tu dors pas? Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Et Élie lui a spontanément répondu, mais enfin, je pense à Machiar, j'attends. Et il avait une réelle attente de Machiar. C'est pas
un terme empirique, j'attends Machiar comme on a été éduqué pour. Non, il attendait vraiment chaque jour Machiar. Quand on lui demandait, alors t'es rabbad? Il dit non, 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 je suis pas rabbad, je suis un juif, point. Je suis juif pachout. Il étudiait aussi bien le Tanya que le Likutei Moran. Et quand on lui demandait qui étaient ses référents spirituels, alors ses copains nous ont avoué que ses référents, c'était son père. Parce que pour lui, c'était la quintessence de la perfection, dans le sens religieux. Quelqu'un de simple, qui fait des mitzvot, qui a des bonnes midotes, qui étudie, qui regarde l'autre et qui fait attention aux autres. Voilà, c'est ça l'objectif d'être un bon juif. Et donc pour lui, c'était pas des grands raves, c'était pas tout ça, même si il en avait aussi, mais c'était son père. Donc Élie écrivait beaucoup de Dvar Torah. Il avait de nombreux cahiers qu'on a récupérés après son décès, où il retranscrivait des cours qu'il entendait, aussi des cours qu'il lui-même créait, inventait. Donc, il faisait des dissertes sur l'aïmouna, sur le chesed, sur le regard de l'autre. On a retrouvé aussi qu'il avait écrit deux Cheshbon Nefesh à l'âge de 20 ans et 21 ans. Donc, quand on les a lus, on était extrêmement surpris parce que qui, à cet âge-là, écrit un Cheshbon Nefesh? Si moi aujourd'hui on me demandait d'en écrire un, je ne saurais même pas quoi écrire. Je dirais que j'ai eu des enfants et que je me suis mariée et que j'ai travaillé. Lui, non, il avait des Cheshbon Nefesh avec 38 points différents sur lesquels il devait s'améliorer, sur lesquels il devait avancer. Donc c'était une vraie remise en question. Et à l'armée, Élie rêvait d'une chose, c'était d'aller à Gaza. Alors son unité, eux, étaient dans le nord et lui, il voulait être à Gaza parce que c'était là-bas que ça se passait et puis il voulait que les otages soient libérés. Il avait la liste des otages sur lui et tous les soirs, il priait avec le nom de chaque otage pour leur libération. Et les derniers moments d'Élie, c'était, il est parti de la maison un dimanche matin, il est rentré à Gaza le lundi, lundi soir, mardi, et dans la nuit, il y a eu une embuscade et il y a une bombe qui a explosé et une autre unité, il y a il y a eu pas mal de blessés et de morts. Et ils ont demandé l'intervention de deux volontaires pour ramasser des morceaux de corps pour pouvoir récupérer tout pour les parents. Donc Ellie s'est portée volontaire avec son Mefaked et ils ont ramassé toute la nuit les morceaux pour que ces soldats puissent être enterrés dignement. Et au petit matin, ils se sont posés, ils savaient pas où ils en étaient, s'ils allaient rester longtemps à Gaza, s'ils allaient sortir, comment ils allaient finir. Et lui et son Mefaked ont dit, bah, si on doit mourir cette nuit, bah, on mourra. Donc il a verbalisé ça. Je ne sais pas si c'est la parole est créatrice, mais en tout cas, il l'a dit. Et les derniers instants, il y a eu des snipers, des tirs de snipers. Un des snipers a tiré sur son Mefaked, qui est mort sur le coup, et la balle l'a traversé et est allée se loger dans le bras du Rovesh, l'infirmier. Et le bras pendait, donc il était blessé. Et Ellie, au lieu de se mettre à couvert, est parti en courant pour aller aider à nouveau le Rovesh. Et c'est en se levant, en allant aider son copain, qu'il a été. Donc on lui a tiré dans le dos et donc il est mort avec son Dvar Malchut. On a retrouvé le Dvar Malchut transpercé. Donc bon, après, en tant que maman, je me dis, ça l'a pas aidé, mais bon, c'est Dieu qui a voulu, on va dire ça. Après, la vie d'après Élie, je ne sais pas si on peut dire c'est une vie après. En tout cas, c'est une vie qui est totalement différente. C'est une vie qui ne sera plus jamais la même, mais c'est une vie. Et après, après son décès, je voulais essentiellement partager sa mémoire, parler de lui, l'évoquer. C'est pour ça que vous avez tout à l'heure parlé du livre. C'était des lettres au jour de la guerre que j'ai commencé à écrire pour Élie. Il savait que je lui écrivais ces lettres. Hein. Je lui écrivais notre quotidien, ce qu'on faisait pas, mes inquiétudes, mes angoisses, mes colères, bon, tout ce qui se passait dans une maison. Et il devait les lire. Il devait finir son service en août 2024. Il est parti en mai, donc il n'a pas pu lire ses lettres. Donc j'ai décidé de les publier sous forme de livre parce que je voulais matérialiser ce que j'avais vécu à ce moment-là avec lui. Je voulais me donner la preuve que ça avait existé.
Et ça a été dur de prendre la décision de le faire ou pas le faire, parce que c'est pas un livre triste, hein, c'est un livre qui parle d'une maman, d'une famille, des inquiétudes de gens pendant la guerre. La fin est triste, forcément, mais la fin, normalement, n'aurait pas dû avoir lieu. Et vous avez parlé aussi de... Alors, qu'est-ce qu'on fait après un décès comme ça? On fait des choses pour éviter de penser. On s'occupe. Alors moi, je voulais absolument prolonger sa mémoire et je voulais absolument utiliser une de ses midotes. Il en avait de nombreuses, et je voulais donner. Pour moi, c'était essentiel de donner et je me disais qu'est-ce que je pourrais faire pour aider, pour donner, pour être utile. Et j'ai vu qu'à Ranana, pour les francophones, les seniors francophones, il n'y avait rien qui avait été mis en place. Et je me suis dit, ben non, les pauvres, personne ne s'occupe d'eux, personne ne les occupe, personne ne fait attention à eux. Donc, j'ai mis en place cette association. Toutes les semaines, on se réunit, tous les jeudis. Je vous avoue que c'est un moment important pour moi parce qu'il m'apporte énormément. Je pense que je leur apporte aussi, mais ils ne se rendent pas compte du bien qu'ils me font. Et Rav Dessler disait que c'est facile de donner à ceux qu'on aime. C'est toujours facile de donner à ceux qu'on aime. Mais en vérité, il faut aimer ceux à qui l'on donne. Et en fait, c'est en donnant qu'on va aimer. Et moi, honnêtement, mon club de seniors, je les aime énormément. Ce qu'on fait pour prolonger aussi la mémoire d'Élie, Ézéchiel, mon fils aîné, il donne des cours toutes les semaines sur le Messilat Yesharim au nom d'Élie. Il adorait ce livre. On a aussi fait un petit Sefer Torah. Alors, c'est pas faire pour faire, hein. C'est qu'on a retrouvé dans tous les petits papiers d'Élie, il avait fait un devis, enfin, il avait même un devis avec plusieurs tarifs sur un Sefer Torah tout petit, celui du Rabbi, qu'il voulait acheter pour ma mère. Et donc, on a utilisé ces devis et on a fait ce Sefer Torah pour lui. Voilà. Donc aujourd'hui, tous les ans, je fais la Haskara de mon fils. On dit que, en fait, quand les tzadikim, ils meurent, on ne fête pas le jour de leur anniversaire. On fête le jour de leur départ. Donc, si Dieu veut, un jour, je ne ferai plus la Haskara, je ferai une Iloula. Mais il me disait qu'il faut remercier Dieu pour ce qu'on a et surtout pour ce qu'on n'a pas. J'en suis pas encore là, mais que Dieu fasse que j'y arrive. Mais en réalité, je suis comme Ellie, et on est comme Ellie dans la famille. On attend, et on attend ma chère. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.